BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler évidemment du tour de vis social avec cette réforme de trop ou pas de l'assurance chômage. Bonsoir François Mouiller. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CFE-CGC. Vous deviez être reçu demain au ministère du Travail par la ministre du Travail. Finalement, ça sera demain, mais je vous demanderai un peu des précisions parce qu'il y a pas mal de scénarios. Et on va en fonction de là où on met le curseur, on voit que ça rapporte 400 millions et ça peut aller jusqu'à rapporter 7,3 milliards. Mais évidemment, là, c'est un sacré tour de vis. J'imagine que vous avez des idées et des informations sur cette question. D'abord, on l'a appris tout à l'heure en Conseil des ministres, Emmanuel Macron part ce soir pour la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il vous demandez, un peu comme Patrick Martin, le président du MEDEF, des mesures sociales, un peu comme nous, ce qu'on a connu au moment de la Covid, sachant que je crois, vous me le disiez à l'instant, du reste, que votre syndicat est le premier syndicat en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est exact. La CFE-CGC est le premier syndicat représentatif sur l'île. On en est très fiers, mais ça crée aussi des responsabilités. Les problèmes aujourd'hui, on les connaît, c'est transport, alimentation, éducation. Tout est fermé, les gens sont confinés chez eux. Et vous voyez, j'emploie le terme confiné. Ça nous rappelle, effectivement, c'est pertinent, la situation qu'on a connue en 2020. Toutes choses étant différentes par ailleurs. Et il me semble assez adapté que le gouvernement réfléchisse à des moyens d'aider les secteurs économiques par des dispositifs adaptés au fait que beaucoup de gens, dans beaucoup d'entreprises, sont empêcher d'aller travailler, c'est le terme, là encore. Après, pour le reste, techniquement, moi, je ne sais pas comment ça peut se mettre en place, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sur cette île, il y a un peu moins de 270 000 habitants. C'est une population qui est plutôt en baisse ces dernières années. C'est pas du tout la démographie galopante qu'il y a dans d'autres territoires d'outre-mer. Donc, on a quand même aussi une problématique économique sur laquelle je crois qu'il faut être assez prudent. Il y a sur place des entreprises, il y a des gens qui travaillent, dont c'est la vie, et qui aujourd'hui sont assez préoccupés effectivement de l'avenir. Donc quand vous dites confiné, il faut des mesures telles que nous on a connues ici avec la Covid, des mesures de confinement. Enfin, les mêmes mesures qu'on a. Non, mais aujourd'hui, les gens sont confinés pour des questions de sécurité, tout simplement. Ils peuvent pas voyager et du coup, l'activité économique s'est arrêtée, indépendamment du fait que des magasins ont été détruits, etc. Un détail d'ailleurs que je connais pas parfaitement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand l'activité économique s'arrête, bien, il faut mettre en place des dispositifs adaptés à supporter la vie des gens. Voilà, leur mettre à disposition des moyens pour s'alimenter, se transporter. Et il y a la question éducative. C'est pas neutre. Il n'y a plus d'école depuis une semaine. Il faut y penser aussi parce qu'on arrive à la fin de l'année. Bon, voilà. Autre sujet là qui a provoqué une belle pagaille en Ile-de-France. Déjà que Paris croule sous les embouteillages et complètement bloqué à cause des Jeux Olympiques. Mais du coup, ça, c'était la SNCF. On a l'impression que là, on est un peu une sorte d'escalade pour avoir des primes, toujours des primes, encore des primes. La RATP en a obtenu, la PHP en a obtenu. Là, maintenant, c'est la SNCF parce que demain, il y a une réunion importante avec les agents. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent un peu? Mais enfin, c'est un côté un peu scandaleux, non? Cette espèce de... Non, moi, je suis pas du tout sur ce registre-là. Moi, je pense, contrairement au gouvernement qui en parle beaucoup, que c'est dans le dialogue social qu'on trouve la solution. Sauf que dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, les dirigeants fonctionnent à l'image du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils parlent de dialogue social, puis en fait, ils ne le pratiquent pas. Et, ils pensent qu'ils sont assez forts. Vous pensez à la SNCF? Il n'y a pas de dialogue social à la SNCF? Alors, en l'occurrence, à la SNCF, non. D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est que pour le coup, il y a un vrai dialogue social, il y a un résultat, il y a des accords, qui sont négociés, qui sont signés, et visiblement, ça ne plaît pas au gouvernement. Oui. Parce que ça ne va pas dans la façon dont il voudrait mais sur l'histoire des primes, là, vous trouvez que c'est normal? Moi, je vais pas rentrer dans le détail. Moi, j'ai pas à critiquer ce que telle ou telle section considère comme important. Moi, je pourrais vous trouver 1000 exemples. Le fait que partout, tous les agents qui vont être mobilisés. Mais le problème aujourd'hui, c'est quand même le pouvoir d'achat pour tout le monde. Dès l'instant que quelqu'un trouve dans son ressort environnemental les moyens d'un rapport de force qui lui permet d'améliorer son pouvoir d'achat, c'est quand même pas mal. Et moi, je vais pas critiquer cette démarche. Je vais par contre critiquer ceux qui organisent la baisse du pouvoir d'achat, la baisse tendancielle des rémunérations, la précarité de tout un tas de professions, que ce soit dans la fonction publique ou dans beaucoup de branches du privé. Donc ça veut dire que vous trouvez que c'est logique, c'est normal, c'est la logique syndicale d'utiliser
des Jeux Olympiques un événement exceptionnel pour obtenir quelque chose? Moi, je vais vous dire quelque chose. Sur les Jeux Olympiques, il y a eu un chantier qui a duré 5 ans, dans lequel il y a eu une charte sociale qui a été négociée avec les organisations syndicales, voilà, avec les organisations patronales. Il y a eu un chantier, je ne vais pas dire qu'il est comment dire, particulièrement exemplaire. Il est exemplaire quand même d'une certaine façon. Il n'est pas parfait. Et en tout cas, les chiffres montrent que quand on respecte les partenaires sociaux, on a des résultats. L'accidentologie sur les chantiers, grâce à la charte, elle a été d'un tiers inférieure à l'accidentologie générale. Pour les entreprises publiques, privées, pardon, dans les entreprises publiques qui ne sont pas concernées par cette charte sociale, eh ben on voit, regardez où ça nous conduit aujourd'hui. Je vois bien, vous me taquinez. Eh bien, vous savez quoi, non, mais... Je vous propose quelque chose. On va faire la liste des primes indues. Tous ensemble, chacun de son côté, on va faire une liste. Moi, je vais faire la mienne, vous allez faire la vôtre, d'autres personnalités journalistiques ou politiques vont faire la leur, et puis après, on va comparer. Moi, ce que je trouve qui n'est pas juste, c'est de considérer tout d'un coup que parce que des personnes utilisent les moyens d'un rapport de force adapté à améliorer leur situation professionnelle ou salariale, tout d'un coup on dit regardez, c'est un scandale ce que ça coûte. Vous savez, on vit quand même dans un pays dans lequel les aides aux entreprises, elles ont été multipliées par 3. On est passé de 60 milliards à plus de 200 milliards aujourd'hui de toute nature. Ces aides ne sont pas conditionnées. Ces aides ne sont pas sélectives. C'est quand même de l'argent public. Alors moi, j'entends des intervenants qui disent, vous vous rendez compte, tel accord va coûter 600 millions, etc. Mais s'il faut faire la liste de ce qui coûte à l'argent en termes d'argent public qui n'est pas justifié et sur lesquels il n'y a pas de retour. Moi, je veux bien qu'on en parle, mais à ce moment-là, il faudra les hiérarchiser. Moi, ça ne m'intéresse pas le troisième chiffre après la virgule, si on n'a pas réglé le problème du premier chiffre après la virgule. D'accord. Donc vous dites c'est normal, c'est logique que ça se passe comme ça. Juste un mot. Donc j'ai cru comprendre. Vous disiez qu'il y a un dialogue social à la SNCF. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on le voit. C'est ça qu'a payé Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, qui a été remercié par Bruno Le Maire. Je trouve que c'est un signe des temps. Vous voyez, voilà quelqu'un qui, après, j'ai pas à juger des positions et des postures de tel ou tel. J'observe qu'il y a un accord, que l'accord il a été signé, qu'il est majoritaire et que, d'une certaine façon, il crée une forme d'apaisement social. Ça ne plaît pas au gouvernement. Mais vous savez, ce gouvernement, j'ai parlé tout à l'heure du chantier et de la charte sociale, quand il reprend la main pour pouvoir justement rentrer dans la phase d'exécution du Paris 2024, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit le jour de repos obligatoire, etc. Il crée tout un tas de dérogations au Code du travail. Le gouvernement, quand il reprend la main, en fait, il torture le Code du travail. Si c'est ça son truc, eh ben, qu'il le fasse. Mais qu'il ne vienne pas donner des leçons aux autres, qu'il n'ait pas toujours plein la bouche du dialogue social, etc. Sophie Binet, ils n'y connaissent rien. De la CGT, on en dira un mot tout à l'heure, parce que vous étiez tous ensemble auprès du groupe parlementaire Liot, qui fait une proposition de loi par rapport à la réforme de l'assurance chômage. On va y revenir. Mais elle dit ce gouvernement ne sait pas négocier. Vous dites d'accord? Vous êtes assis juste à côté d'elle. Vous partagez ce sentiment? Ah non, on a un vrai problème avec ce gouvernement. Moi, je ne vais peut-être pas l'exprimer avec les mêmes mots, mais je pense qu'on est assez d'accord sur le fait qu'effectivement, ce gouvernement ne sait pas négocier, ce gouvernement ne sait pas considérer ce que les partenaires sociaux, nous représentons en tant que corps intermédiaire. Et il ne faut pas s'en étonner. Emmanuel Macron lui-même, il a donné le signal il y a 7 ans. Il a dit, les syndicats, je les veux dans les entreprises. Je ne les veux pas autour de moi. Donc au début... il a donné un peu le change. C'est vrai qu'on a été reçus. Il y a eu, pendant la première période, des phases de concertation un peu factices, mais au moins on a eu des échanges. Les formes ont été respectées. Et ce gouvernement ne respecte même plus les formes. Donc voilà, il ne trompe personne. Il y a une forme de violence, vous trouvez Il y a une très très grande violence dans la société. Le gouvernement est en partie à l'initiative de cette violence, oui, c'est vrai. Alors justement, on va parler d'un sujet, évidemment, le sujet qui fâche, cette réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Vous deviez être reçu cet après-midi. En fait, vous serez reçu demain, François Omril. Il y a 3 scénarios. Il y a des scénarios. Oui, c'est vraiment des scénarios, en l'occurrence, sur la table. D'abord, est-ce que vous avez les idées du calendrier? Là, vous êtes reçu demain. Normalement, vous saurez l'issue des courses quand? Personne ne comprend plus rien au calendrier parce qu'aucune forme n'est respectée. L'usage veut que, dans la perspective d'un projet législatif, le gouvernement reçoive les partenaires sociaux dans ce qu'on appelle une phase de concertation. À ce moment-là, le gouvernement met sur la table un projet dont on sait que peu de choses peuvent être changées, mais on peut intervenir, faire des remarques qui nous semblent être des remarques utiles au débat. En l'occurrence, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le gouvernement a déjà prévu son texte il n'en changera pas, et en fait, il habille la démarche d'un certain nombre de rencontres pour la photo, pour pouvoir dire j'ai rencontré
rencontrer les syndicats et pouvoir dire finalement j'ai coché toutes les cases. Mais ça ne marche plus, parce qu'on n'est pas dupe quand même. D'autant que d'après ce qu'on sait des mesures qui vont être proposées, en vérité rien ne fonctionne là-dedans. C'est une mesure là encore d'une grande violence qui consiste à spolier en fait les assurés du travail contre le chômage, de ce qu'ils ont cotisé pour pouvoir justement s'assurer d'un certain niveau de revenus pendant la période dans laquelle ils se retrouvent. Vous faites allusion notamment au délai de carence, évidemment, qui touche beaucoup les cadres, puisque vous êtes le président de la CFE-CGC. Juste sur le calendrier, l'actuelle convention, elle se termine fin juin, donc il faut bien qu'il y ait une nouvelle convention le 1er juillet. En fait, non, c'est factice. Le gouvernement vous dit il faut légiférer avant le 1er juillet. C'est pas vrai. Il peut prendre un décret de prolongation de 2 mois pendant l'été, etc. Enfin, tout est possible. Vous savez, on a un gouvernement qui a réussi à faire passer par tous les artifices disponibles une loi sur le décalage de leur retraite sans jamais la faire voter à l'Assemblée. Je pense qu'il connaît assez bien les procédures parlementaires. Donc pour vous, tout est ficelé, c'est un peu une mascarade. Alors, tout est ficelé, tout est totalement ficelé pour une réforme totalement populiste, désigner le chômeur comme un bouc émissaire des problématiques économiques que rencontre le gouvernement aujourd'hui, et par ailleurs, si possible, piquer un petit peu d'argent dans la caisse. Mais ça, on a l'habitude. Alors, par rapport aux 3 scénarios qui existent. Il y en a un qui est sur le fait, sur le durcissement des règles, le fait de travailler, il faut pour être indemnisé 7 mois de travail au lieu de 6 sur 24 mois. Ça concerne 11% des allocataires, 400 millions d'économies. Il y a un deuxième scénario qui durcit encore un tout petit peu plus, qui est 12 mois de travail au lieu de 6 sur 24 mois. Ça concerne 31% des allocataires, 2,3 milliards d'économies. Puis il y en a un qui rapporte beaucoup plus, qui rapporte 7 milliards 3. C'est là où vous avez 12 mois de travail au lieu de 6, le tout toujours sur 18 mois au lieu des 24. 32% des allocataires concernés. Là, ça concerne évidemment les plus précaires. C'est peut-être là que, peut-être ce scénario très dur sera peut-être exclu. À votre avis, lequel vont-ils choisir ? Je ne sais pas du tout. Vous savez, le truc du gouvernement... Vous dites tout est ficelé ? Non, mais le truc du gouvernement, c'est de traquer ceux qui profitent. Là encore. Moi aussi, je pourrais faire ma liste de ceux qui profitent, qui transforment les aides directes de l'État en dividendes ou en rachat d'actions. Et là, ça se chiffre en milliards. Ouais. Maintenant, je voudrais faire un peu une... Vous connaissez trop l'économie pour dire ça, François Omri. Mais si, je la connais assez bien, justement. Parce que moi, je suis dedans, l'économie dans les entreprises. Et j'en vois bien qui profitent, effectivement, et qui ne jouent pas correctement la règle du jeu. Mais c'est un autre débat. Je reviens sur l'assurance chômage. Qu'est-ce que c'est que l'assurance chômage ? Assurance chômage, c'est une cotisation que les salariés et les employeurs versent dans une caisse pour pouvoir s'assurer un certain niveau de revenus quand ils vont se retrouver privés d'emploi, pour pouvoir chercher du travail dans de bonnes conditions. On sait aujourd'hui, tous les chiffres, toutes les études le montrent, que plus de 90% des gens, à peu près 92-93% des gens sont parfaitement dans cette cible. C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs conditions de revenus et la période dédiée pour pouvoir rechercher un emploi correspondant à leur qualification. Alors cela dit, je crois qu'il y a aussi il y a des données qui montrent que en fait les chômeurs, ils trouvent un job dans les 3 mois qui suivent l'arrêt des indemnités. Donc, comme quoi, il y a quand même un lien. Non, c'est pas vrai. Les études ne montrent pas ça. Tout dépend quelle est la catégorie professionnelle. Vous savez, vous avez des gens, j'ai pris l'exemple ce matin. Prenez l'exemple d'un directeur de magasin chez Casino, par exemple. Un groupe qui est en liquidation judiciaire, qui met pas mal de gens sur le carreau, qui habite, par exemple, en banlieue de Lyon, qui a 55 ans, des enfants qui font des études et qui n'est pas mobile géographiquement. Vous imaginez la situation que ça représente pour lui, la reconversion nécessaire, le temps qu'il faut pour passer les entretiens. Il faut beaucoup de temps. Vous savez, vous envoyez une candidature, vous n'avez pas la réponse tout de suite. Donc, on a compris, c'est la réforme des trop, mais à votre avis, ils vont choisir quel scénario ? Moi, je pense que s'ils ont proposé 3 scénarios, c'est qu'ils vont viser celui du milieu. On pense tous cela. C'est la grosse combine des communicants. Ils font, vous savez, et Gabriel Attal, qui n'était pas très au fait du dossier, quand il a fait son interview sur TF1 il y a 6 semaines, je crois, il a fait le 20h, sur un ton docte, il dit voilà, il y a 3 leviers, il y a le premier levier, il récitait sa fiche, il y a le troisième qui n'a pas ma préférence, etc. Enfin, tout ça, c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ça est préparé, on conditionne l'opinion. Parce que lui, en l'occurrence, il était contre la durée d'allongement, la durée d'indemnisation. Lui, il disait celui qui n'a pas ma préférence, c'est la dégressivité des allocations. Mais il peut bien, effectivement, c'est exactement un dispositif qu'Emmanuel Macron a mis en place, alors même que lui-même déclarait dans son livre Révolution à la page 132 qu'il était contre. Donc, vous savez, on a l'habitude des contradictions de ces gens-là. C'est insupportable. Juste un mot. L'Unédic est prévu d'être excédentaire aux conditions actuelles du régime. Il est prévu d'être excédentaire à tel point que l'État a prévu de prélever 12 milliards.
12 milliards qui vont être prélevés dans la caisse, c'est-à-dire dans les cotisations, les droits des salariés. Mais parce que justement, il a fait des réformes. C'est ça qui a rempli un peu la cagnotte, si on peut utiliser cette expression. Alors oui, c'est le gros argument. C'est Olivier Dussopt qui disait ça pour la retraite. C'est grâce à ma réforme que les réserves de l'Agirc Arrco ont augmenté, donc je vais pomper dedans. Bah non, c'est un argument qui n'est pas recevable. Par ailleurs, ce n'est évidemment pas la réforme du gouvernement, les différentes réformes qu'il a fait qu'on crée des emplois. Il y a d'autres points comme ça. Sur le délai de carence qui pourrait être allongé à 6 mois, ça, j'imagine que pour vous, comme ça touche beaucoup les cadres, notamment la CFE-CGC, donc là... Alors ça, c'est typiquement la mesure anti-cadre. C'est une ligne rouge pour vous ? C'est la mesure anti-cadre. C'est pas une mesure anti-cadre. C'est pas une ligne rouge que pour moi, c'est une ligne rouge, j'espère, pour tout le monde. C'est vraiment la mesure, si vous voulez, une des plus révoltantes. Parce que qu'est-ce qu'on vient nous dire avec cette mesure ? Eh bien voilà, vous avez cotisé toute votre vie, vous êtes licencié avec des dispositions légales et conventionnelles. Donc on vous donne vous avez liquidé votre compte épargne-temps. C'est quoi le compte épargne-temps ? C'est des jours que vous n'avez pas pris. Vous avez travaillé pendant ce moment-là pour votre entreprise et au moment où vous êtes licencié, vous partez dans un plan de départ volontaire, eh bien on vous valorise financièrement le compte épargne-temps. Eh bien ça va être pris sur le différé. C'est-à-dire que pendant tout le temps de la consommation du compte épargne-temps, mais en fait vous n'allez pas être payé. C'est-à-dire finalement vous avez travaillé pour rien. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est juste du vol pur et simple. Et je trouve ça inadmissible même qu'on y pense à cette mesure-là. C'est pareil pour les congés payés au passage. Si vous n'avez pas pris tous vos congés, si l'employeur par exemple décide de vous payer les congés et pas de vous payer en salaire le 13e mois quand vous avez fait un contrat de 12 mois en CDD, eh bien, ça rentre dans le différé d'indemnisation. Vous avouerez quand même que c'est scandaleux. C'est une façon, finalement, de voler de l'argent à des gens qui ont cotisé. Nous, vous savez, on a un principe simple. Toute somme de salaire qui a été cotisée doit produire des droits. Or là, on est dans un dispositif où on a cotisé et on a de l'antidroit. C'est-à-dire, on vous enlève des droits. François Omril, il nous reste 2 minutes, c'est pour ça que j'accélère. L'élargissement du bonus-malus à tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a 7 secteurs qui sont concernés. Plutôt une bonne chose ? Moi, ça m'impressionne pas, ça marche pas, le bonus-malus, c'est du pipeau. De toute façon, non mais attendez, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il est probable que vous recevez au moins une fois par semaine des gens sur ce plateau qui vous disent mais tout le monde s'en fout du bonus-malus. C'est vraiment un truc totalement factice qui a été mis en place pour équilibrer les mesures il y a 5 ans. Cette proposition du groupe Lyot, en fait, qui vont profiter d'une niche parlementaire, vous avez tous été là pour accompagner justement la présentation de cette proposition de loi qui dit en fait il ne faut pas toucher à l'assurance chômage sans l'accord des partenaires sociaux. Donc j'imagine que pour ça, vous êtes d'accord. Ils ont raison. Nous, on se montre très positifs sur leurs initiatives. Il faut reconnaître qu'on renvoie l'ascenseur parce que le groupe Lyot, c'est quand même le groupe qui est venu en support de l'intersyndicale sur les retraites. On a vu le destin que le gouvernement a promis par ses manœuvres en commission à leur proposition de loi. Ici, ils viennent finalement avec une proposition qui est de bon sens, qui est de dire mais respectez les partenaires sociaux. Vous savez, je vais aller très loin. Aujourd'hui, il y a de l'excédent dans l'assurance chômage. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait considérer, si on faisait confiance aux partenaires sociaux, et les partenaires sociaux se connaissent suffisamment, dès l'instant qu'il y a de l'excédent dans l'assurance chômage, pour moi, c'est pas un tabou de baisser les cotisations. C'est pas un tabou du tout. Au contraire, mais il faut accepter le principe que avec un retour à plus mauvaise fortune, il faudra accepter le principe peut-être de les relever. Ce qu'on a toujours fait au passage, en responsabilité, sans que l'État ne vienne ingérer dans notre capacité à prendre des bonnes décisions et des décisions adaptées à la conjoncture. Merci beaucoup François Omril. J'imagine que ça va être chaud demain en l'occurrence. Président de la CFE-CGC qui est reçu demain, mais on a compris, vous dénoncez notamment la violence du gouvernement dans ses relations sociales et dans ses réformes. Merci. Merci à vous.